Vous avez raison d'avoir choisi Nieta TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Les autorités traditionnelles et coutumières jouent un rôle important dans le règlement des crises. C'est pourquoi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. Les Maliens s'expriment sur la tenue des élections en février 2022 dans notre pays, une exigence de la CEDEAO qui ne laisse pas nos citoyens indifférents. D'ailleurs, le médiateur Goodluck Jonathan est arrivé en fin de matinée à Bamako. En sport, nous irons à Sigasso où le centre Al-Anafia pour la mémorisation du Saint-Courant a organisé une cérémonie de passage de grade en Kung Fu Shaolin. Une fois de plus, bienvenue dans cette édition et très heureuse de vous retrouver. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans les titres, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience à une délégation du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières. La rencontre s'est tenue ce lundi 20 décembre 2021 au Palais de Kouloua. À l'ordre du jour, la promotion du dialogue pour sortir le Mali des crises qu'il traverse. Les hôtes du jour ont apprécié les initiatives déjà en cours dans ce sens. Écoutons le prince Théophile, porte-parole de Sa Majesté Dada, roi de Daé au Bénin. Nous remercions, n'est-ce pas, le peuple du Mali que nous encourageons. On remercie aussi les autorités de la transition qui ont accepté, n'est-ce pas, cette voie de dialogue. Parce que si le président n'avait pas accepté, on ne serait pas venu. Vous savez, quand on entre dans un pays, il y a des autorités, on doit traverser les frontières. Donc le président est réceptif à cette approche de dialogue qui est une approche qui puise dans les traditions maliennes même. Le Mali qui est un peuple de culture, un peuple des empereurs, et le Mali a gardé les valeurs culturelles. Et le président a d'ailleurs, dans le cadre de sa politique culturelle, institué une journée pour rendre hommage aux légitimités coutumières en instituant cette journée-là des légitimités coutumières qui sera désormais célébrée le 11 novembre chaque année. Donc le président est tout à fait en accord et dans la philosophie et la ligne de conduite pour la préservation des valeurs culturelles africaines. Et c'est dans ce sens que le président de la transition, avec les membres de son gouvernement et le peuple malien, puisque c'est des aspirations même du peuple malien, qui est de privilégier la voie du dialogue, de privilégier la voie qui s'inspire de nos ressources et de nos sources traditionnelles. Donc le président est en harmonie avec le peuple dans ce sens. Et le président sait bien qu'il faut dialoguer avec ses pairs de la CEDEAO afin qu'ils puissent comprendre la situation particulière du Mali, pour que des directives qui soient données ne soient pas celles qui viennent de l'extérieur, mais qui rencontrent, n'est-ce pas, les aspirations du peuple malien lui-même. Et c'est pour ça que le Conseil est venu, pour écouter le peuple du Mali, afin de revoir, d'aller auprès de la CEDEAO pour dire quel est le sentiment même du peuple du Mali. Donc nous sommes venus, pas seulement pour écouter les membres du gouvernement. À partir de demain, les consultations s'ouvrent. Le Conseil est venu pour rencontrer les responsables politiques, les responsables de la société civile, les responsables des organisations religieuses, afin d'écouter. La mission du Conseil panafricain s'inscrit dans le prolongement des consultations nationales qui sont en cours. Nous apportons seulement un regard extérieur pour soutenir les aspirations, n'est-ce pas, du peuple du Mali. Vous savez, les chefs traditionnels sont les gardiens des traditions. Ils sont là pour parler au nom du peuple et non pour prendre parti, que ce soit pour les politiques ou que ce soit pour des organisations ou même des organisations communautaires ou même pour la communauté internationale. C'est pour faire en sorte que ce qui sera décidé, ce qui sortira des consultations, que ce soit la volonté du peuple du Mali, pour que, ensemble avec les autres frères de la communauté, qu'on puisse trouver une situation apaisée et que les populations ne subissent plus comme des sanctions. Donc
En fait, c'est cela. Et le président, il est réceptif à cela. Et le peuple malien, tel que nous avons ressenti, est réceptif à cela. Et nous invitons les responsables des partis politiques à ce qu'on ouvre ces dialogues. Je vous en parlais également dans les titres. Le médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivé à Bamako ce mardi en fin de matinée. Goodluck Jonathan est accompagné du président de la commission de la CEDEAO ivoirien, Jean-Claude Kassi-Brou. Les deux personnalités ont été accueillies à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Le médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest est arrivé à Bamako ce mardi en fin de matinée. Goodluck Jonathan est accompagné du président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Kassi-Brou. Les deux personnalités ont été accueillies à l'aéroport président Modibo Keïta par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Les émissaires de l'organisation sous-régionale vont rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Goodluck Jonathan est porteur d'un message des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation communautaire au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La visite du médiateur de la CEDEAO intervient une semaine après le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains, le 12 décembre à Abuja au Nigeria. Au cours de ce sommet, les dirigeants de la CEDEAO ont indiqué leur position quant au respect de la date du 27 février pour l'élection présidentielle au Mali. Ils ont maintenu les sanctions prises contre certains responsables de la transition et brandi la possibilité de nouvelles sanctions à partir du 1er janvier prochain si des progrès ne sont pas réalisés dans l'organisation des élections. Nous restons toujours dans le cadre de la CEDEAO. En effet, la CEDEAO exige la tenue des élections générales le 27 février 2022. Elle menace de prendre des sanctions dès le 1er janvier si le calendrier électoral n'est pas respecté. C'est dans cette optique que la Télénieta a jugé nécessaire de recueillir l'avis de la population malienne sur le sujet. Essata Touré et Mounir Djiré ont fait le reportage. Les dirigeants des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont appelé une nouvelle fois le Mali à l'organisation des élections en février 2022 sous peine d'aggravation des sanctions qui pèsent déjà sur le pays. Les citoyens maliens pensent que ce n'est pas le moment d'organiser des élections. Ils estiment que ce n'est pas une bonne idée de tenir des échéances en ce moment à cause de l'insécurité grandissante que connaît notre pays. Ok, donc à mon avis, ce que la CEDEAO est en train de faire, donc je vois que ce n'est pas une bonne idée. Parce que nous, on a besoin de la sécurité d'abord. Quand notre centre là-bas, de Kidal et Gao, Tombouctou et puis Mopti là, il n'y a pas de sécurité là-bas. On est en guerre. Donc quand on dit qu'on vote seulement, la vote fait de Bamako, Kaï, Ségou et puis les autres régions là. Sans que les centres, bon, je ne vois pas que c'est une élection transparente, quoi. Ce que nous voulons quand même, si la CEDEAO peut rassurer notre sécurité au centre là-bas, donc on peut quand même faire le vote. Mais s'il n'y a pas de sécurité, donc ce n'est pas nécessaire quand même. Je pense que organiser les élections d'ici février 2022, je pense que c'est une mission impossible. Vu la sécurité, vu la détérioration de la sécurité au Mali, nous sommes à Bamako, mais sur le plan national, seules les autorités peuvent garantir ou nous informer de la vraie réalité sur le terrain. Mais à Bamako, vu l'insécurité même à Bamako, nous pensons qu'aujourd'hui c'est impossible d'organiser les élections en février 2022. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Actuellement, le Mali est en difficulté. Vraiment, ça ne va pas au pays. Chaque fois, tu attends qu'il y a des attaques là-bas, et par-ci, par-là. Bon, là, vraiment, on ne pourrait pas faire une élection actuellement. Nous demandons à la CEDEAO de nous patienter et de nous donner une faveur. Nous sommes membres de la CEDEAO, membres fondateurs d'ailleurs. Et nous ne pouvons pas dire non aussi à la CEDEAO. Mais c'est à la CEDEAO de reconnaître les difficultés dans lesquelles le Mali se situe aujourd'hui. Nous sommes en danger. Le Mali est à genoux. Et il faut que la CEDEAO reconnaisse aussi cela et qu'elle parvienne à nous protéger elle-même aussi. Chacun de nos interlocuteurs ont proposé des périodes pour l'organisation des élections. Moi j'aimerais donner une année de plus à notre chef de transition d'abord, pour voir s'il peut rassurer notre sécurité. Donc on laisse ces chances-là, de donner une année encore, de voir en 2023 si on peut voir, si on peut organiser l'élection. Avec l'accompagnement de la CEDEAO, d'ici la fin de l'année 2022, c'est-à-dire vers la fin, ou bien plus tard, c'est-à-dire à partir de juin jusqu'à la fin de l'année 2022, je pense qu'avec l'accompagnement des partenaires,
on peut organiser les élections. Je ne pourrais pas dire qu'on peut fixer une date actuellement, mais il faut une concertation entre les Maliens même d'abord, avant l'élection. S'il y a une élection et un consentement entre nous, il n'y a pas de problème. Même dans un an, on peut faire une élection, il n'y a pas de problème. Moi, à mon niveau, je pourrais demander encore 6 mois de plus à la CEDEAO. Ça, c'est mon point de vue. Mais ce n'est pas à moi de le définir. Nous avons nos dirigeants qui savent comment et quand les élections peuvent se définir. Nous entamons sur un tout autre plan avec une bonne nouvelle. Le Mali sera le plus grand producteur de coton en Afrique pour la campagne 2021-2022 selon un rapport du département américain de l'agriculture en date du 28 septembre dernier. Ainsi, notre pays est en voie de récupérer sa première place devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en attendant la fin des opérations de compilation. Sachez que l'authenticité du rapport a été confirmée par la compagnie malienne pour le développement du textile. Ali Koulibaly. Le Mali a sémé une superficie record de 795 000 hectares en hausse de 630 000 hectares par rapport à la récolte boycottée de l'année dernière, argumente le document. Il ajoute que la Côte d'Ivoire a également sémé une superficie agricole record de 460 000 hectares, tandis que le Bénin et le Burkina Faso ont chacun sémé plus de 600 000 hectares cette année. La zone franc africaine, telle que définie par les estimations de l'offre et de la demande agricole mondiale de l'USDA, comprend 10 pays francophones d'Afrique de l'Ouest dont la production totale de coton au cours des 3 dernières années classe la région au 6e rang mondial des producteurs de coton. Pour la campagne cotonnière 2021-2022, l'USDA prédit pour la zone franc africaine une production de près de 5,86 millions de balles, en hausse d'1 million de balles par rapport à l'année dernière et en baisse de 59 000 balles par rapport à la récolte record de la campagne 2019-2020. La superficie récoltée devrait s'établir à 3,1 millions d'hectares en hausse de 710 000 hectares par rapport à l'année dernière et à 5 000 hectares par rapport à la zone record pour la campagne 2019-2020. Le rendement prévu de 408 kg par hectare est presque égal au rendement moyen de 5 dernières années, précise le rapport. Selon les rapports régionaux sur les semis de culture, l'apparition opportune des pluies en juin a permis à la plupart des pays d'atteindre plus de 90% de leurs objectifs de superficie ensemencée d'ici la fin juillet. Il constate que les périodes de sécheresse en juin et juillet ont retardé les semis au Togo et au Bénin. Les conditions de récolte sont bonnes à excellentes au début du mois de septembre après que la plupart des grandes régions productrices de coton ont reçu des précipitations moyennes en supérieures à la moyenne du 1er juin au 10 septembre. Les pluies supérieures à la moyenne en août ont également stimulé les réserves d'humidité du sol et aidé les cultures ensemencées tardivement à se remettre d'une saison agricole retardée, note le rapport. La région de Sigasso, dans le sud du Mali, est l'une des plus grandes zones de production de coton de la zone franc africaine. Elle produit environ 65% de la production totale de notre pays. Les précipitations cumulatives dans cette région étaient supérieures à la moyenne de juin à septembre. Les mesures de l'indice de végétation par différence normalisée des terres cultivées étaient moyennes à supérieures à la moyenne vers la mi-septembre. Maintenant, faisons le tour d'horizon de l'actualité internationale. En Libye, 17 candidats à l'élection présidentielle prévue en Libye se sont résignés à un report du scrutin ce lundi. À 4 jours de l'échéance, de nombreux responsables libyens conviennent que l'élection censée marquer l'aboutissement d'un laborieux processus de transition ne pourrait avoir lieu le 24 décembre en raison notamment de l'absence d'une liste officielle de candidats et des désaccords persistants
entre camps et rivaux sur la base juridique du scrutin. Mais aucune institution ne semble disposée à prendre la responsabilité d'officialiser un tel report. La Haute Commission électorale et le Parlement basé à Tobruk en conflit, estimant chacun qu'il revient à l'autre de le faire. Toujours pas de liste officielle des candidats. Prenant acte de l'impasse, 17 candidats à la présidentielle ont implicitement admis que le scrutin serait reporté en demandant à la commission des explications sur les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas d'élection à la date prévue. Selon un communiqué lu devant la presse par leur porte-parole, le porte-parole Abdel Hakim Abdellah Chouhel en a outre appelé la commission à publier la liste finale des candidats à l'élection présidentielle. La Libye tente depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 lors d'une révolte populaire de s'extraire d'une décennie de chaos marquée ces dernières années par l'existence de pouvoirs rivaux dans l'est et l'ouest du pays. Les principaux figures qui se sont présentées à la présidentielle du 24 décembre prochain. Selon une source proche du procureur de la République de Libreville, interrogé par l'AFP, Patrick Assoumou Eyi, l'entraîneur gabonais accusé d'agression sexuelle présumée de certains d'enfants a été arrêté par la police au Gabon après les révélations du quotidien britannique The Guardian sur les abus sexuels qu'aurait commis Patrick Assoumou Eyi, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale de football de moins de 17 ans. La justice s'est mise en marche. Selon une source proche du procureur de la République de Libreville, interrogé par l'AFP, celui qui est surnommé Capello a été arrêté lundi 20 décembre en Touma, à environ 40 km de la capitale. Il est actuellement entre les mains de la police après le dépôt d'une plainte pour acte de pédophilie. Vendredi, le ministre des Sports, Franck Guéma, avait déclaré que Patrick Assoumou Eyi aurait abusé des centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions. Très connu dans le milieu du football gabonais, Patrick Assoumou Eyi, dont le nom a été rendu public par The Guardian, était l'entraîneur de la sélection nationale de moins de 17 ans jusqu'en 2017 et était depuis directeur technique de la Ligue de football de l'Ostière, la province de la capitale Libreville. Vendredi, le président gabonais Ali Bongo Ondimba avait évoqué une affaire très grave et inacceptable et avait donné pour instruction de saisir le ministre de la Justice pour l'ouverture d'une enquête judiciaire dans la communauté du football national pour des abus sexuels ayant été commis contre les enfants, garçons et filles, mais aussi d'élargir l'enquête à toutes les fédérations sportives nationales pour éradiquer les potentiels prédateurs sexuels. La Fédération gabonaise de football FEGAFOOT a suspendu vendredi Patrick Assoumou Eyi de ses fonctions à titre provisoire et saisi la commission d'éthique de la Ligue nationale de football pour mener une enquête, a assuré Pablo Moussedji Ngoma, l'officier média de la FEGAFOOT. L'explosion d'un camion-citerne le 14 décembre a plongé la ville de Cap Haïtien dans le deuil. Ce qui a débuté comme un accident de la route a viré à la tragédie quand des dizaines de riverains se sont précipités sur le véhicule pour récupérer le précieux carburant. Le bilan s'est encore alourdi durant le week-end et en ce début de semaine, il fait état de 90 morts. Des funérailles nationales sont prévues ce mardi 21 décembre. Plusieurs personnes grièvement blessées lors de l'explosion du camion-citerne en Haïti sont décédées au cours des derniers jours, brûlées pour certaines sur plus de 80% et même 95% du corps. Elles n'avaient que peu de chances de survie. Ce lundi 20 décembre, une semaine après le drame, beaucoup de patients sont encore hospitalisés et pour eux, Médecins sans frontières parle de plusieurs mois de prise en charge. L'ONG qui a dépêché une équipe
l'équipe d'urgence au Cap haïtien s'est dit prêt à soutenir le gouvernement, mais elle appelle aussi au soutien d'autres partenaires, tant financiers que techniques, car les structures médicales haïtiennes ne seront pas en capacité d'aider seules ces personnes atteintes physiquement et psychologiquement. La ville du Cap haïtien va honorer la mémoire des victimes ce mardi 21 décembre en organisant des funérailles nationales dans sa cathédrale. Le maire adjoint Patrick Almonor a indiqué que seuls 25 cercueils seront installés dans l'église Notre-Dame. La majorité des victimes tuées sur le coup ayant été rapidement inhumées le jour même de la catastrophe. Dans l'année à venir, l'Organisation mondiale de la santé s'engage à faire tout ce qui est à son pouvoir pour mettre fin à la pandémie, a déclaré hier lundi le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimant qu'une meilleure égalité vaccinale entre les pays était essentielle pour sortir de la crise. L'année 2022 doit être celle où nous mettrons fin à la pandémie de Covid-19, a déclaré hier lundi 20 décembre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, appelant les dirigeants à travailler de concert pour réduire les inégalités vaccinales. Tedros Adhanom Ghebreyesus a également adressé un message de prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous en avons tous assez de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles, mais pour mieux les protéger et se protéger soi-même. Cela signifie dans certains cas annuler un événement, a-t-il ajouté. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'ONU à Genève, Suisse, il a recommandé aux familles et aux personnes qui souhaitent passer du temps ensemble pendant les fêtes de fin d'année de réfléchir à deux fois. Un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins. Pour sa part, dans l'année à venir, l'Organisation mondiale de la santé s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la pandémie, a-t-il dit, alors que la 5e vague de Covid-19 frappe de plein fouet de nombreux pays et que l'apparition du variant Omicron a replongé la planète dans l'urgence. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé, aujourd'hui l'un des visages les plus familiers de la lutte contre le coronavirus, a émis le souhait de mettre fin à la pandémie l'année prochaine. Il a une fois de plus plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans les pays défavorisés. Si nous voulons mettre fin à la pandémie dans l'année qui vient, nous devons mettre fin à l'iniquité vaccinale en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici le milieu de l'année prochaine, a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nous parlons sport dans cette édition. Le centre Al-Nafia pour la mémorisation du Saint-Coran, en collaboration avec l'association sportive Club Babemba, ont procédé ce dimanche 19 septembre à la cérémonie de passage de grade en Kung Fu Shaolin. Cette cérémonie s'est déroulée dans la cour du groupe scolaire Sanobougou 2 à Sigasso, en présence de plusieurs personnalités. Envoyés spéciaux Amadou Nyambele et Salif Niari. La cérémonie de passage de grade a commencé par la lecture coranique par un élève du centre Al-Hanifia. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. Après la lecture de quelques versets coraniques, c'est le couronnement d'un long processus par les élèves pour ce passage de grade. Plusieurs pratiquants d'arts martiaux ont répondu à l'appel du centre Al-Hanifia et l'association sportive Club Bambeba. Dans son discours introductif, Maître Issa Traoré, secrétaire administratif du Club Bambeba, a expliqué les caractéristiques de cette cérémonie de passage de grade avant ses remerciements aux autres disciplines présentes à la cérémonie. Nous voilà pour une énième fois devant cette auguste assemblée pour évaluer nos disciples
par rapport à ce qu'ils ont acquis pendant au moins 7 mois. Aussi, c'est l'un des rares moments où les parents apprécient leurs enfants à l'œuvre. Mesdames, messieurs, tous les gestes que vous verrez ici ont un sens, une signification précise. Rien n'est fait au hasard. L'ensemble des Tao est constitué d'attaques et de défense, que nous appelons dans notre jargon Kwen ou Ninja Kwen. Mais, à voir ces mouvements, ils sembleront à du folklore. Loin de là, ça n'est pas un. Chers élèves, sachez que le Kung Fu Wushu en général et le Shaolin en particulier ne nous enseignent que de belles vertus. Un pratiquant ne doit nullement être un délinquant, quelqu'un qui se bagarre à tout bout de champ. Chers candidats, le but de cet exercice n'est autre que d'évaluer vos performances par rapport à ce que vous avez appris durant ces quelques mois. Donc, soyez sereins et gardez votre sang-froid. Par ailleurs, Bamemba, autrefois un club, est devenu aujourd'hui une association regroupant plusieurs centres de formation, dont celui de l'école Bamemba, l'école Tchona, groupe scolaire Le Tchomamelon, Zantigibougou, l'école Sirakoro, l'école Sanoumougoudé et le centre de formation et d'apprentissage du Saint-Coran. Je ne saurais terminer ce discours sans vous remercier, vous, les parents d'élèves, qui avez mis votre confiance en nous, confiant vos enfants, aux directeurs et promoteurs des sites qui hébergent nos centres de formation, à nos partenaires et donateurs, nous leur disons merci. Merci infiniment pour vos gestes. C'était l'occasion aussi pour les pratiquants de montrer leur savoir-faire de ce sport devant les invités. Ayouba Tambadou du centre Al-Hanifia pour la mémorisation du Saint-Coran et maître Labas Berti, ceinture noire 5e dan du club Bamemba, ont tous affiché leur joie pour la qualité des prestations. La cérémonie s'est clôturée par la remise d'attestation au lauréat de cette discipline Kung Fu Shaolin. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information dont je vous ai présenté avec beaucoup de plaisir. On se retrouve demain, Inch'Allah, sur ce même plateau. D'ici là, portez-vous bien.